Bonjour chers amis et bienvenue sur la chaîne qui vous propose des cours de physique, des exercices corrigés, des examens sur le programme de la physique du bac première année, bac deuxième année et également sur le programme du DUG PC. Bien, aujourd'hui je vais parler des ondes mécaniques, j'en ai déjà assez parlé sur la chaîne. Vous avez un cours complet avec des exercices corrigés sur les ondes mécaniques, une autre vidéo sur les ondes sonores, une autre vidéo sur les ondes lumineuses. Vous avez aussi le corrigé de tous les baccalauréats des 10 dernières années, entre 2010 et 2020, pour l'option PC et pour l'option Sciences Maths. Pour les élèves SVT, je leur conseille de faire les exercices de l'option PC. Et pour les élèves de l'option PC, ils peuvent également faire les exercices de l'option Sciences Maths. Vous avez aussi du QCM sur les ondes et sur les autres chapitres, bien sûr. Bien, donc pourquoi cette vidéo supplémentaire? Donc j'ai introduit cette vidéo supplémentaire où je vais traiter deux exercices et surtout deux manips de simulation pour bien montrer certains points qui vous posent quelques petits problèmes. Le premier, de bien faire la différence entre, par exemple, dans une corde vibrante ou un vibreur à la surface de l'eau. Quand vous déplacez le vibreur vers le haut ou vers le bas, c'est quoi la différence? Deuxième point, de bien comprendre quelle est la différence entre l'aspect d'une corde ou bien l'aspect de la surface de l'eau à un instant T et le mouvement d'un point de la corde en fonction du temps. Ce sont deux choses complètement différentes et on va les éclaircir à partir de deux exercices et deux manips de simulation. Donc voilà par exemple une corde vibrante. On a représenté un point de la corde par ce petit canard. D'accord? Donc je vais essayer de démarrer l'animation et il va s'arrêter au bout d'une période. Voilà. Vous voyez maintenant quel est le mouvement de la corde à t égale à 0. Vous avez remarqué que la vibreur s'est déplacée vers le bas. Et donc quand je commence le mouvement de la perturbation d'une corde ou bien d'un vibreur à la surface de l'eau par un mouvement vers le bas, vous voyez que le front d'onde, il regarde toujours vers le haut. Donc c'est très simple. Si on vous donne l'aspect de l'onde à un instant t, pour déduire quel est le mouvement de la source à t égale à 0, est-ce qu'elle était dans le sens positif ou bien dans le sens négatif? Il suffit de regarder le front d'onde. Si le front d'onde regarde vers le haut, vous avez remarqué qu'à t égale à 0, le vibreur s'est déplacé vers le bas. Et dans la deuxième simulation, on va voir le deuxième cas. Deuxième point. Donc là, c'est l'aspect de l'onde à un instant t égale à grand T, à une période. Voilà. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on représente ici? On représente la corde en fonction de quoi? En fonction de X. Donc ça, c'est la corde, tous les points de la corde. D'accord? Et pendant une période, parce que là, c'est une longueur d'onde, c'est une représentation de Y en fonction de X. Ça, bien sûr, c'est une longueur d'onde. Et le temps que met la perturbation pendant une longueur d'onde, c'est ce qu'on appelle une période. Et donc pendant une période, vous voyez bien ce point M, il est toujours au repos. D'accord? Ça veut dire le temps qu'a mis la corde, la perturbation avant d'arriver à ce point M, ce qu'on appelle le retard temporel, c'est une période. Donc si je trace Y de ce point en fonction du temps, entre 0 et T, Y égale à 0. Et à partir de cette période-là, vous voyez maintenant que le mouvement de ce point, donc on va le refaire, le mouvement de ce point, voilà, vous voyez se déplacer vers le bas, voilà, le mouvement de ce point, il va faire un va-et-vient, un mouvement sinusoïdal. Donc vous voyez, donc ça c'est le mouvement d'un point M de la corde en fonction du temps, et ça c'est l'aspect de l'onde à un instant T par exemple, l'aspect de l'onde à un instant T, c'est ça, d'accord? Donc voilà, par exemple l'aspect de l'onde à un instant T donné. Donc j'espère que c'est clair là, la différence entre l'aspect de l'onde, on représente toute la corde en fonction de X, et le mouvement d'un point de la corde en fonction du temps, là, d'abord il y a un certain temps avant que la perturbation arrive à ce point, c'est ce qu'on appelle le retard temporel. Pendant ce temps-là,
le mouvement de ce point est égal à 0. Une fois que la perturbation arrive à ce point M, ce point M va refaire exactement le même mouvement de la source, mais avec un retard temporel qui est la durée qu'a mis l'onde avant d'arriver à ce point M. Deuxième simulation, cette fois-ci, on va déplacer la corde, le vibreur vers le haut. Donc tout à l'heure, le vibreur s'est déplacé vers le bas. Maintenant, vous voyez que, regardez à t égale à 0, le vibreur va se déplacer vers le haut. Vous voyez? Donc là, c'est pendant lambda sur 2. Par exemple, ici, c'est l'aspect de la corde pendant la moitié d'une période. Donc, si on vous demande de tracer l'aspect de l'onde pendant t est égal à t sur 2, et si le vibreur s'est déplacé dans le sens positif, le front d'onde, cette fois-ci, il regarde vers le bas. Et vous voyez que le front d'onde regarde toujours vers le bas, quel que soit t. Par exemple, ici, voilà, c'est l'aspect de l'onde à quel instant. Donc, vous avez une longueur d'onde, 2 lambda et 2,5 lambda. D'accord? 2,75 à peu près lambda. D'accord? Pendant ce temps-là, voilà l'aspect de l'onde. Donc, on va... Voilà, ici, par exemple, jusqu'à arriver au point M et on va arrêter. Voilà. Donc, vous voyez, pendant tout ce temps-là, ce point M, il est toujours au repos. Donc, quel est le décalage temporaire entre la source et ce point M? Il suffit de calculer cette distance. Connaissant la vitesse, on peut déterminer θ. Mais on peut le déterminer aussi par le graphe. Ici, vous avez une longueur d'onde, 2 lambda, 3 lambda, 3,5 lambda, 3,75 et 3,80 lambda à peu près. D'accord? Donc, je connais la distance, donc je peux déterminer le temps. Vous avez la vitesse, c'est égal à la distance sur le temps. La distance, c'est 3,75 lambda. Des fois, on vous le donne directement à partir d'une échelle. Donc, pendant ce temps-là, le point M, l'élongation du point M, il est toujours au repos. Donc, le mouvement du point M est égal à 0. Et vous voyez qu'à partir de cet instant T, le mouvement de ce point M va reproduire exactement le même mouvement de la source, mais avec un décalage temporel qui est la durée qu'a mis l'onde avant d'arriver à ce point M. Et comme à t égale à 0, la source est déplacée vers le haut, vous allez voir que le point M va se déplacer vers le haut. Hop, vous voyez, il s'est déplacé vers le haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement sinusoïdal. Voilà. Donc, vous voyez, le mouvement du point M, qu'est-ce qu'il fait? Haut et bas. Et ça, c'est l'élongation du point M en fonction, cette fois-ci, du temps. Qu'est-ce qu'on trace? On vous donne souvent deux courbes, soit l'aspect de l'onde à un instant T. Et donc là, on représente toute la forme de l'onde. C'est comme une photo. Voilà, j'ai pris une photo de l'onde à un instant T. Et quand on vous dit l'aspect de l'onde à un instant T, c'est l'élongation en fonction de X. Et donc la période, c'est une longueur d'onde. Par contre, si on vous dit le mouvement d'un point M de la corde en fonction du temps, d'abord, pendant un certain temps, ce point M était au repos, et à partir d'un certain temps, le mouvement de ce point M va reproduire le même mouvement de la source, mais avec un décalage temporaire. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on trace? On trace Y de M en fonction du temps. Donc, vous voyez, pour un seul point, mais comment on varie son élongation en fonction du temps. Donc, j'espère que c'est clair. Ce problème de aspect d'une corde à un instant T et mouvement d'un seul point du milieu en fonction du temps. Donc, l'aspect de la corde, on déduit à partir de la courbe qu'on vous donne la longueur d'onde. Par contre, le mouvement d'un point, que ce soit la source ou un point M quelconque en fonction du temps, on déduit la période. Et bien sûr, si on connaît lambda et la vitesse, on peut déterminer la période par la fameuse relation lambda est égal à t fois v. Maintenant, voilà, on va passer à deux exercices d'application. Voilà, le premier, on vous dit la surface libre d'un liquide est excitée. Bon, c'est comme tout à l'heure, c'est un vibreur. Hein, ça peut être une corde vibrante, ça peut être à la surface de l'eau, par la pointe d'un vibreur qui impose des excitations entretenues. Donc voilà, c'est un mouvement de sinusoïdal qui permet de créer des ondes à la surface de l'eau. On néglige l'amortissement et la réflexion de l'onde, ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde qui est réfléchie. Le mouvement de la source est donné par, on vous donne le mouvement du vibreur, c'est-à-dire celui qui crée ces ondes à la surface de l'eau.
c'est 2 10 moins 3 sinus 100 pi fois t plus pi. Déterminer la période de cette onde. Montrer qu'à l'origine du temps, la source se déplace dans le sens négatif du mouvement. Donc là, c'est pas comme la corde. Si on avait la corde et on connaît comment varie Y en fonction du temps, on peut savoir si c'est vers le haut ou c'est vers le bas. Mais là, on va vous montrer comment on va faire. Ensuite, déterminer la vitesse de l'onde, sachant que la distance radiale entre deux cercles successifs, c'est 6 mm. Voilà un premier cercle, voilà un deuxième cercle, et cette distance est 6 mm. Comparer le mouvement d'un point M situé à une distance 9 mm de la source à celui de la source. Hein, comment ils font? Est-ce qu'ils sont en phase, en opposition de phase, en quadrature de phase? On précisera l'avance. Bon, enfin, représenter l'aspect d'une coupe de la nappe d'eau par un plan vertical passant par S à la date T, où le point M est situé cette fois-ci à 10,5 mm. Donc là, c'est un exercice un peu plus difficile que l'exercice classique. C'est pour montrer les points supplémentaires. Sinon, les exercices classiques, vous avez largement... Là, j'ai fait largement des vidéos sur les exercices classiques, en particulier sur ceux qui sont proposés au baccalauréat, que ce soit SVT ou sciences maths. Bien. Maintenant, on veut déterminer la période. Si on vous donne comment varie Y en fonction du temps, c'est plus facile de déterminer à partir de cette formule beaucoup de choses. Cette formule, on peut déduire l'amplitude, on peut déduire la fréquence, on peut déduire la période. 3 choses. Pourquoi? Parce que, tout simplement, YS, dans la forme générale, c'est A sinus 2pi fois T sur la période plus phi. Donc, ici, ou bien, là, on peut le noter 2pi fois la fréquence, ou bien 2pi sur la période. Bon. Pardon. Bien. Donc, ce terme, c'est toujours oméga t, ou bien 2pi sur grand T fois T, ou bien 2pi fois la fréquence. Donc, connaissant ce terme, je peux déterminer soit la période, soit la fréquence. De toute façon, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, en écrivant ce terme-là est égal à 2pi fois n, je peux déduire que n c'est 50. Parce que 2pi fois n égale à 100, ça veut dire n est égal à 50. Donc la fréquence c'est 50 Hz. Et si vous connaissez la fréquence, bien sûr, vous pouvez déterminer la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc la fréquence c'est toujours en Hz. Et l'inverse de le Hertz, c'est le seconde. Donc la période, c'est 0,02 secondes. Bien. Maintenant, on veut montrer qu'à l'origine du temps, la source s'est déplacée dans le sens négatif du mouvement. Vous avez 2 méthodes. Première méthode, c'est en déterminant la dérivée de y de s en fonction du temps. Donc, je connais y de s, comment on varie l'élongation de la source en fonction du temps. Je cherche la dérivée de ce terme. La dérivée de sinus a fois t, c'est a cosinus a fois t. Donc, ça veut dire 2 10 moins 3 multiplié par 100 fois pi. Donc, il faut sortir 100 fois pi. La dérivée de sinus a fois t, c'est a fois cosinus, pardon. D'accord? Donc, ça vaut donc 0,2 pi cosinus 100 pi fois t plus pi. Bien. Donc, ça, c'est la dérivée de y de t. Maintenant, je dois chercher à quoi est égale cette dérivée à t égale à 0. C'est-à-dire se déplacer à t égale à 0 à l'origine du temps. C'est-à-dire à t égale à 0, c'est quoi la valeur de cette dérivée? Et à t égale à 0, on voit bien, vous remplacez juste t par 0, cosinus pi c'est moins 1, 0,2 fois pi multiplié par moins 1, ça vous donne moins 0,628 mètres par seconde. Donc c'est une valeur négative. Que veut dire une dérivée négative? Ça veut dire que c'est une fonction qui est décroissante. Autrement dit, à t égale à 0, l'élongation s'est déplacée dans le sens négatif. D'accord? Donc voilà. À t égale à 0, l'élongation se déplaçait dans le sens négatif. Et voilà ce que ça veut dire la dérivée négative. D'accord? L'amplitude de S diminue et par conséquent, le mouvement de S s'est fait dans le sens négatif. Vous avez une deuxième méthode pour y arriver. Et c'est la suivante. On vous donne Y de S à un instant T. Bon, essayez juste de le tracer. Donc voilà, Y de S en fonction du temps. Il suffit juste de le tracer en fonction du temps. Et on va voir à T égale à 0 comment il se déplace. Donc vous avez ici une période, grand T. Vous avez T sur 2.
et vous avez t sur 4. Et vous avez deux choses. Donc, si le mouvement se déplaçait vers le haut, vous allez avoir cette courbe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si t est égal à un quart de la période, l'amplitude est maximale. Par contre, si le mouvement s'est déplacé vers le bas, vous allez avoir cette courbe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à t est égal à t sur 4, l'amplitude, elle est minimale. Et c'est ce qu'on va faire. On va calculer la valeur de l'amplitude à l'instant t égale à grand T, un quart de la période. Donc, si y de s se fait dans le sens positif, ça veut dire, si y de s est positif, ça veut dire le mouvement s'est fait dans le sens positif. Par contre, si y de s est négatif, le mouvement s'est fait dans le sens négatif. Eh bien, si t est égal à t sur 4, il suffit de remarquer que 2π sur t, qui est en fait 2π fois la fréquence fois le temps, c'est π sur 2. Pourquoi? Vous remplacez petit t par grand T sur 4, et ça vous donne 2π sur 4, c'est π sur 2. Donc, je remplace tout ça par π sur 2, et ça me donne π sur 2 plus π, c'est 3π sur 2, et sinus 3π sur 2, c'est moins 1. Donc, je trouve bien une amplitude minimale. Donc, effectivement, le mouvement de la source s'est fait dans le sens négatif. Moi, je préfère souvent cette deuxième méthode, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Donc, si on vous donne comment on varie y de s en fonction du temps, et on ne vous donne pas l'aspect de l'onde, bon, si on vous donne l'aspect de l'onde, il suffit de regarder le front d'onde. Si le front d'onde regarde vers le haut, ça veut dire le mouvement à t égale à 0 s'est fait dans le sens négatif. C'est-à-dire, si le front d'onde est dans ce type-là, voilà. Si vous avez une onde de cette allure-là, ça veut dire que vous êtes sûr qu'à t égale à 0, le mouvement s'est fait dans le sens négatif. Si vous avez un front d'onde qui regarde vers le bas, on l'a vu tout à l'heure dans la simulation, qui regarde vers le bas, ça veut dire à t égale à 0, le mouvement de S s'est fait dans le sens positif. Bien, si on ne vous donne pas l'aspect de l'onde, on vous donne juste y de S en fonction du temps, soit à partir de la dérivée, que j'ai montré tout à l'heure, soit vous calculez juste y de S à l'instant t est égal à t sur 4. Vous avez une période, à un quart de période, soit la valeur est maximale, positif si le mouvement s'est fait dans le sens positif, soit l'amplitude est négative et sa valeur c'est minimale, et dans ce cas-là, le mouvement s'est fait dans le sens négatif. Bien. Maintenant, déterminer la vitesse de l'onde, sachant que la distance radiale entre deux cercles successifs est égale à 6 mm. Toujours dans les ondes, il faut faire très attention aux phrases. Bon, là, toujours, on peut déterminer beaucoup de choses dans les exercices des ondes, soit à partir des courbes qu'on vous donne, soit à partir du texte. Qu'est-ce que ça signifie une distance entre deux crêtes successives? Ça signifie tout simplement une longueur d'onde. Donc voilà, ça, c'est la distance entre deux crêtes successives. Et ça vous donne, ça représente juste une longueur d'onde. D'accord? Donc voilà, donc d'après le texte, on va déduire que lambda est égal à 6 mm. Bon, si on connaît lambda et la période, bien sûr, la vitesse est donnée par la fameuse relation lambda est égal à TV. Donc, plus facile de retenir. TV, c'est lambda. T fois V, c'est lambda. Faites une application numérique et ça vous donne une vitesse. Toujours faire attention à transformer les millimètres en mètres. Utilisez toujours les unités internationales, une distance en mètres, un temps en secondes, une fréquence en hertz. Et ça vous donne une vitesse de 0,3 mètres par seconde. Bien, maintenant on veut comparer le mouvement d'un point M avec celui de la source. C'est très classique, il suffit de calculer la distance entre les deux points. M1 vibre en opposition de phase avec la source, ça veut dire si l'amplitude de M est maximale, celle de la source est minimale. Pourquoi? Parce que la distance qui sépare ce point M et de la source, c'est un demi-entier de lambda. Donc, de façon générale, si la distance entre la source et un point M est égale à 2K plus 1 fois lambda sur 2, les deux points vibrent en opposition de phase. Dans notre cas ici, K est égal à 1. Pourquoi? Parce que 9, c'est 3 demi de lambda. Vous multipliez 3 demi par 6 mm, vous allez trouver exactement 9 mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement x sur lambda et on détermine n. Donc, si n est entier, ça veut dire qu'ils sont en phase. Si demi-entier, ça veut dire s'écrit de la forme 2K plus 1 lambda sur 2, ça veut dire qu'ils sont en opposition de phase. Maintenant, on veut représenter l'aspect
Donc là, c'est clair. Hein, si on vous demande de comparer le mouvement d'un point avec la source, il suffit de chercher la distance entre la source et le point en fonction de lambda. Si c'est un multiple entier de lambda, ils sont en phase. Si c'est un multiple demi-entier, un nombre demi-entier, ça veut dire n lambda plus lambda sur 2, ils sont en opposition de phase. Bien. Maintenant, représentez l'aspect d'une corde de la nappe d'eau à la date T où le point M est situé à une distance 10,5 mm de S commence à la date T où le point M2 situé à D égale à 10,5 commence son mouvement. Quel est l'aspect? Vous avez une corde, voilà, la surface de l'eau, voilà la source, j'explique la question. Voilà un point M. Ce point M, il est situé à quelle distance? À 10,5 mm. Donc, quand je commence à vibrer, la source commence à vibrer, vous voyez bien une onde qui se propage à la surface de l'eau. Et à un instant T, à la date T où le point M commence à vibrer, quel est l'aspect de la corde? D'accord? Donc, tout d'abord, il faut déterminer quel est l'instant T où l'onde va arriver à ce point M. Et ça revient à représenter l'aspect d'une corde ou bien de la surface de l'eau à cet instant T-là. Bien, on calcule d'abord, donc quand vous représentez l'aspect d'une corde ou bien la surface de l'eau à un instant T, vous avez trois étapes essentielles. D'abord, on calcule la distance entre le point M et la source en termes de longueur d'onde ou bien de période. On calcule D sur lambda. D'accord? Est égal à N. D'accord? N le nombre de multiples de lambda dans la distance D. Est-ce que c'est de lambda, 2,5 lambda, 1,5 lambda et ainsi de suite. On détermine le mouvement du front d'onde. Et là, vous avez plusieurs façons, soit graphiquement, soit si on vous donne ici Y, on a déterminé déjà le mouvement du front d'onde. Est-ce que ça veut dire le front d'onde, ici il regarde vers le haut ou bien vers le bas. Et enfin, du point M, c'est-à-dire à partir de ce point, on commence à tracer l'aspect de la corde, mais en marche arrière. On commence toujours par le front d'onde vers l'arrière. D'accord? Bien. On va calculer d'abord D sur lambda. Si vous faites 2,5 divisé par 6, vous allez trouver 1,75 lambda. Donc, la distance parcourue par l'onde entre la source et le point M, c'est 1,75 lambda. Le mouvement du front d'onde, ça, c'est donné, on l'a déterminé tout à l'heure, et le mouvement du front d'onde regarde vers le haut. Pourquoi? Parce que le mouvement de la source s'est fait dans le sens négatif à t égale à 0. Maintenant, n'oubliez pas ici que vous êtes à la surface de l'eau, et l'onde se propage dans les deux sens, en fait à 3 dimensions, mais ici on le trace juste à 2 dimensions. Et qu'est-ce qu'on fait? On trace le schéma en marche arrière. Je commence par le point M1 et je trace 1,75 lambda, et là je vais arriver à la source. Voilà lambda. Voilà 1,5 lambda, voilà 1,75 lambda. Donc vous voyez que ce point M et ce point, vous voyez, il y a une quadrature de phase. Quand l'amplitude de ce point M est nulle, l'amplitude de la source est maximale. Il faut faire bien sûr la même chose de l'autre côté, parce que à la surface de l'eau, vous faites un vibreur, les ondes se déplacent dans toutes les directions. C'est clair? Donc ça, c'est l'aspect de la corde, c'est l'aspect de l'onde, de la surface de l'eau, pardon, à un instant T. Bon, on peut poser la question autrement, à l'instant T égale à 1,5 fois la période. C'est exactement la même chose. Le temps qu'a mis l'onde avant d'arriver à ce point M, c'est 1,75 fois la période. D'accord? Donc, je calcule la distance entre le point M et la source en termes de longueur d'onde. 1,75 lambda, 2 lambda, 3 lambda, ça dépend ce que vous allez trouver. Deuxième point, il faut être sûr du mouvement de la source à t égale à 0, parce que si je commence ici, j'ai le choix de faire comme ça, vers le haut ou vers le bas, et j'ai le choix aussi de démarrer vers le bas. Donc, qu'est-ce qui fixe ce schéma ou bien ce schéma? C'est là, c'est le mouvement de la source à t égale à 0. Si le mouvement s'est fait dans le sens négatif, il faut bien sûr commencer le point M va commencer à vibrer vers le bas. Je l'ai montré tout à l'heure pour le canard. Une fois que l'onde arrive vers le canard, vous avez vu que le mouvement de le canard s'est fait d'abord vers le bas, ensuite vers le haut et ainsi de suite. Et ensuite, on fait le traçage en faisant marche arrière. On commence toujours par le front d'onde. Le front d'onde, ensuite je trace cette distance-là, 1,75 lambda, 2 lambda. Ici on a 1,75, je trace lambda.
une longueur d'onde, ensuite 1,5 lambda et 1,75 lambda, et j'arrive au point S. Et je trace Y en fonction de X. C'est l'aspect de l'onde. Bien. Voilà un deuxième exercice d'application. Donc là, à l'extrémité S d'une lame vibrante sinusoïdale à la fréquence N, on attache une corde élastique de longueur supposée infinie, horizontale, le siège d'une onde progressive transversale non amortie. Donc les figures A et B représentent cette fois-ci l'aspect de la corde aux instants TA et TB. Et on vous donne la différence entre TB et TA. Donc on vous donne l'aspect de la corde à l'instant TA. On ne connaît pas TA, on vous donne l'aspect de la corde à l'instant TB, on ne connaît pas TB, mais je connais la différence entre ces deux instants. Et là, faites très attention, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les exercices sur les ondes utilisés, beaucoup de choses peuvent être déduites à partir du schéma. Il faut bien faire attention aux échelles. Ici, vous avez 0,2 mètres. Et bien sûr, là, vous avez en centimètres. Bien. L'onde qui se propage le long de la corde est mécanique transversale justifiée ces deux caractères. Le mouvement de la source débute à t égale à 0. En utilisant le graphique, déterminer les valeurs de la longueur d'onde, la célérité et la célérité. En déduire les instants TA et TB. Déterminer l'équation de vibration de la source correspondante aux aspects de la corde représentés. Représenter le diagramme du mouvement d'un point M situé à la distance X égale à 25 cm de S pour T appartenant à l'intervalle 0TB. Comment vibre le point M par rapport à la source? Là aussi, c'est un exercice qui n'est pas simple, je vous l'assure. Surtout les deux dernières questions. Bon, les premiers, je pense que tout le monde sera capable d'y répondre. Donc là aussi, toujours, je vous conseille toujours que vous regardez une vidéo où il faut toujours bloquer la vidéo, essayez de faire vous-même la solution avant de regarder la solution proposée. Bien. Première question. Bon, onde mécanique, pourquoi? Parce que c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel. Donc l'onde mécanique a besoin d'un milieu matériel, il ne peut pas se propager dans le vide. Pourquoi elle est transversale? Bien sûr parce que le mouvement du vibreur se fait verticalement et l'onde se propage horizontalement. Donc les deux directions sont perpendiculaires. Bon, les valeurs de la longueur d'onde et de la célérité de la fréquence des ondes. Là, on vous donne, souvent on vous donne des fois juste l'élongation d'un point M en fonction du temps, ou bien en fonction de X. Et là, on peut déterminer directement la longueur d'onde, bien sûr. Donc la longueur d'onde ici, c'est juste à partir de le schéma. C'est la distance entre deux maximums consécutifs, ou bien entre là et là. Donc, d'après la courbe, vous voyez que lambda égale à 0,2. Donc, vous voyez, là, j'ai juste besoin de lire sur la courbe. Il n'y a rien à démontrer. Il suffit de comprendre qu'est-ce que signifie la longueur d'onde, parce que je trace ici l'aspect de la corde à l'instant t, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'élongation en fonction de x. Et la distance entre deux maximums consécutifs, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est cette distance-là, ou bien entre cette distance-là. Bien. Maintenant, pour la vitesse, la célérité, c'est en fait la vitesse. Donc, qu'est-ce que c'est que la vitesse de l'onde? La vitesse, c'est la distance sur le temps. Mais, qu'est-ce que je connais moi? Je connais la distance TB moins TA. Donc, je dois savoir quelle est la distance parcourue par l'onde entre TA et TB. Et là aussi, c'est graphiquement. Donc, à l'instant TA, l'onde a parcouru cette distance. À l'instant TB, l'onde a parcouru cette distance. Mais entre TA et TB, voilà la distance parcourue par l'onde. C'est entre là et là. Et là, il suffit de faire la lecture graphiquement. Donc là, vous avez ici 0,2. Donc entre une longueur d'onde, c'est 0,2. 0,2. Ensuite, plus cette valeur-là. Et cette valeur, ça vous donne donc 0,65. Ici, c'est 0,65. Ici, c'est 0,4. Donc ça, c'est 0,4. Ça, c'est 0,75. Bon, il suffit de faire la lecture tranquillement. Et vous voyez que la différence, cette longueur-là, c'est 0,65 moins 0,4. Et pendant la distance, le temps TB moins TA, la distance parcourue par l'onde, c'est cette distance-là, qui est 0,65 moins 0,4. Divisé par le temps, bien sûr, c'est TB moins TA, il faut mettre toujours en secondes, et ça vous donne une vitesse de 5 mètres par seconde. Bon, vous connaissez la fréquence, vous connaissez la longueur d'onde, bien sûr, lambda, c'est T fois V, donc là, on a noté la vitesse par C, donc il ne faut pas se perdre si on change les notations. Lambda, c'est TV. Donc, et l'inverse de la période, c'est la fréquence, c'est C sur N. Donc, N est égal
AC sur lambda. Application numérique, ça vous donne 25 Hz. Bon, on connaît maintenant la vitesse et je connais la distance parcourue par l'onde. Donc je peux déterminer TA et TB. Donc TA, c'est XA sur C. Donc XA, bien sûr, on le détermine à partir de cette courbe. Voilà. XA, c'est 0,4. Et pour le point B, la distance parcourue pendant TB, c'est 0,65. Donc pour déterminer TA, c'est 0,4 sur 5. Et pour TB, c'est 0,65 sur 5. Et ça vous donne 0,08 secondes pour TA et 0,13 secondes pour TB. Bien, voilà où ça se complique un petit peu. Déterminer l'équation de vibration de la source correspondant à deux aspects. Quel est le mouvement de la source? Bien. Le mouvement de la source, si je connais l'élongation d'un point M en fonction du temps, je peux le déterminer. Le mouvement de la source, c'est qu'est-ce qu'il fait le point M? Il reproduit le mouvement de la source avec un décalage temporaire θ. Ou bien, on peut dire que le mouvement de point M à l'instant t plus θ, c'est le mouvement de la source à l'instant t. Mais, pardon, on va écrire la forme générale d'une onde sinusoïdale. Donc, c'est là. Donc, la forme sinusoïdale, c'est l'amplitude fois sinus oméga t plus phi. Ou bien 2pi sur t fois t, ou bien 2pi fois la fréquence fois t. Vous avez plusieurs façons. Soit vous l'écrivez sous cette forme, soit vous l'écrivez sous cette forme. Donc, qu'est-ce qu'on a déterminé? On a déterminé l'amplitude, la période et la phase. Tout ça, on peut les déduire à partir de cette courbe-là. Donc, d'après la courbe, la plus facile, c'est l'amplitude. Vous voyez, l'amplitude, c'est cette distance-là. Voilà ce qu'on appelle l'amplitude d'une onde. C'est l'élongation maximale. Et là, on lit sur la courbe, c'est 5 quoi? 5 cm. Donc, c'est 5 cm. Donc, 5 10 moins 2. La période, on l'a déjà déterminée. D'accord? Donc, je remplace la période par sa valeur, 0,02, et ça vous donne 50 pi fois t. Qu'est-ce qu'il reste à déterminer? Le déphasage phi. Bien, le déphasage phi, ça veut dire, d'après la concavité du front d'onde, vous voyez ici le front d'onde, il regarde vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à t égale à 0, vous voyez maintenant, on peut déterminer le mouvement de la source à t égale à 0 juste par le graphe donné, par l'aspect de la corde donnée. Comme le front d'onde regarde vers le haut, je suis sûr qu'à t égale à 0, le mouvement de S s'est déplacé vers le bas. D'accord? Si je trace Y de S, cette fois-ci, en fonction du temps, si je trace Y de S, c'est-à-dire en fait cette équation-là, en fonction du temps, je suis sûr qu'à t égale à 0, le mouvement de S s'est déplacé vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à t est égal à t sur 4, qu'est-ce que je dis tout à l'heure? L'amplitude doit être minimale. Il suffit de vérifier. Bien, si t est égal à t sur 4, on a dit 2pi fois t sur t, c'est pi sur 2. Donc, je dois déterminer, je remplace 2pi t sur t par pi sur 2, ça veut dire t est égal à t sur 4, et ça vous donne pi sur 2 plus phi, sinus pi sur 2 plus phi, c'est cosinus phi. Et je suis sûr qu'à t est égal à t sur 4, l'amplitude c'est moins a. Donc ça c'est égal à moins a. Donc moins a est égal à a cosinus phi, ça veut dire cosinus phi égale à moins 1, donc phi est égal à pi. Donc vous voyez comment on a déterminé le déphasage. C'est par le front d'onde. Soit en regardant le front d'onde, vous avez deux choses pour déterminer le déphasage. Soit par une phrase dans le texte, on vous dit qu'à t égale à 0, le mouvement de S s'est déplacé vers le bas. Ça suffit pour déterminer phi. Soit vous regardez juste le front d'onde. S'il regarde vers le haut, ça veut dire le mouvement de S s'est déplacé vers le bas. Autrement dit, à t est égal à t sur 4, l'amplitude c'est moins a. Voilà. Et avec ça, on peut déterminer le déphasage. Bien. Représenter cette fois-ci, là aussi c'est une question un peu difficile, représenter le diagramme du mouvement d'un point M situé à la distance X, là, toujours essayer d'utiliser des schémas, à 25 cm de la source pour T appartenant entre 0 et TB. C'est-à-dire, pendant le TB, c'est quoi? C'est le temps qu'a mis l'onde avant d'arriver au point B. Et le point M se situe entre la source et le point B. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Le diagramme, le mouvement de S situé à une distance de 25 cm d'un point M situé à 25 cm de la source. D'accord? Pendant cet intervalle-là.
entre 0 et TB, vous voyez bien sûr, pendant un certain temps, le mouvement de M va être au repos. Ensuite, entre le temps qu'a fait l'onde avant d'arriver au point M et le temps qu'a fait l'onde avant d'arriver au point B, le point M, l'élongation d'un M va être en mouvement. Donc il y a deux choses à déterminer. D'abord, quel est le temps qu'a mis l'onde avant d'arriver au point M, et dans ce cas-là, je suis sûr que l'élongation de Y de M égale à 0. Ensuite, quel est le temps qu'a mis l'onde entre le point M et le point B, et pendant ce temps-là, le mouvement de M va être, le point M va être en mouvement. Donc, déterminons le temps mis par l'onde avant d'arriver au point M. Je connais la distance, je connais la vitesse, donc je peux les déterminer, c'est 0,5 secondes. Si on l'écrit en fonction du temps, la période c'est 0,04, ça vous donne en fait 1,25 période. Donc pendant 1,25 t, y de m égale à 0. D'accord? Pendant 1,25 t, fois la période, le point M est immobile. Maintenant, quelle est la distance entre le point M et le point B? C'est en fait 0,65, c'est xb moins xm, qui est 0,4 mètres, soit 2 lambda. D'accord? Donc la distance entre là et là, c'est 2 lambda. Donc, et quel est le temps mis l'onde pour parcourir une distance de lambda? C'est 2 fois la période. Donc, il suffit de représenter y de m pendant 2 périodes. Donc, le décalage temporaire du point M, c'est 1,5 t. Ensuite, pendant deux périodes, le mouvement de point M va être, en mouvement. D'accord? C'est clair? Bon, voilà, je représente le schéma. Vous voyez, le décalage temporaire, c'est 1,5 t. Pendant ce temps-là, ça c'est le temps qu'a mis l'onde avant d'arriver au point M. D'accord? Une fois que l'onde arrive au point M, bien sûr, vous avez le choix de monter vers le haut ou vers le bas. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il faut absolument aller vers le bas? C'est quel est le mouvement de S à t égale à 0. Qu'est-ce qui fait le point M? Il reproduit le même mouvement de la source, juste avec un décalage temporel. Comme le point M s'est déplacé vers le bas, donc vous voyez bien que ce point M1 va se déplacer vers le bas. Maintenant, quand est-ce que je vais arrêter la courbe? Quand je trace 2 périodes à partir de ce point. Voilà une période, voilà une deuxième période. Et j'arrête. D'accord? Donc voilà l'élongation du point M pendant le temps qui appartient à l'intervalle 0 et TB. D'accord? Donc là, c'est une question très intéressante à mon avis. Ça nécessite une bonne compréhension des ondes. Donc vous avez une corde, je réexplique ici. Voilà la source, voilà le point M et voilà le point B. Quand vous créez une onde, ici, donc le mouvement va se déplacer. Pendant ce temps-là, jusque-là, le mouvement de point M était au repos. Ensuite, le point M va vibrer jusqu'à ce que l'onde arrive au point B. On a déterminé le décalage temporaire entre la source et le point M. Pendant ce temps-là, y de m égale à 0. Ensuite, on a déterminé la distance entre le point M et le point B, c'est 2 lambda. Et pendant 2 lambda, le temps mis par l'onde, c'est 2 fois la période. Donc le mouvement du point M va être en mouvement pendant 2 périodes. Voilà, je trace une période et une deuxième période. Donc voilà pour ces 2 exercices sur lesquels j'ai insisté sur l'aspect d'une corde à l'instant T, sur le mouvement d'un point M de la corde en fonction du temps. Donc je pense que cette nuance, elle est un peu éclaircie. J'ai insisté aussi sur l'équation du mouvement de la source, comment déterminer l'amplitude, la phase et la période ou la fréquence. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à m'envoyer vos remarques, qui sont toujours les bienvenues. Vous avez, donc dans la description de la vidéo, je vous laisse certains liens sur les ondes. Et à bientôt pour d'autres contributions.